Quatrième épisode classique de Castlevania, Super Castlevania 4 est en fait un remake du premier épisode sorti sur NES en 86. Débarquant en 91 sur Super NES, Super Castlevania 4 a été l'une des plus grosses claques graphiques et sonores de mon enfance. C'est d'autant plus impressionnant qu'il est arrivé très tôt dans la vie de la console. Je me souviens avoir été totalement fasciné par l'ambiance de ce jeu. C'était la première fois que le monde de l'horreur était rendu de manière si convaincante. Chaque nouvel environnement, chaque nouvel ennemi ou boss était si marquant. C'était une expérience incroyable pour le petit Dano. Alors, forcément, le facteur nostalgie est très fort ici. Mais je vais m'efforcer de répondre de la manière la plus honnête possible aux questions suivantes. Que valait Castlevania 4 à l'époque et que vaut-il aujourd'hui ? En 1991, Castlevania 4 propose un niveau de détail rarement vu. Avec un rendu tendant vers le photoréalisme encore assez rare à l'époque, les consoles précédentes ne le permettant pas vraiment, et les 16 bits le permettant à peine, pour être franc. Certaines tentatives ont d'ailleurs mal vieilli. Mais je pense que Castlevania 4, lui, n'a pas pris une ride pour peu qu'on apprécie le pixel art. Encore aujourd'hui, les personnages et les décors crèvent l'écran comme dans aucun autre jeu depuis. Et oui, j'inclus les épisodes plus tardifs de la série dans cette remarque. Symphony of the Night, Circle of the Moon, Aria of Sorrow et toute la trilogie DS offre des graphismes magnifiques, et même supérieurs en pas mal de points. Mais tous ces jeux ont une esthétique un peu plus lisse et un peu plus colorée, tendant même parfois vers le manga. Les visuels de Castlevania 4 ont un rendu plus sombre. Lorsqu'on compare les graphismes des différents jeux, en particulier ceux des ennemis, Castlevania 4 me semble beaucoup plus immersif et impactant. Les autres jeux de la série utilisent l'univers des films d'horreur classiques à bon escient, mais c'est surtout comme source d'inspiration secondaire, et mélangé à différentes mythologies, ce qui en fait des expériences moins pures. J'ai toujours eu l'impression que Castlevania 4 était le seul à avoir réellement pleinement assimilé le médium dont il s'inspire. Le rendu est tellement plus authentique, les ennemis tellement plus intimidants, les lieux tellement plus imposants. Je n'ai jamais vu d'autres jeux proposant quelque chose de réellement similaire, ou quelque chose d'aussi varié dans le genre d'ailleurs. Chaque niveau est vraiment unique visuellement et thématiquement, et ça concerne aussi la sélection d'ennemis qui contient le plus souvent des monstres propres au niveau en cours. J'ai la même opinion de l'ambiance sonore globale du jeu. Castlevania 4 sonne à la fois plus vrai, plus viscéral, plus lugubre que ce que l'on entendait généralement à l'époque, et que ce qu'on entend dans d'autres épisodes. Le son des os brisés, d'une grille qui se lève, d'un rouage qui grince ou d'un pont-levis qui s'abat laisse une forte impression dès le début du premier niveau. Les musiques comptent parmi les plus inoubliables de la console. Encore une fois en bonne partie par l'ambiance qu'elle crée, celle-ci étant parfaitement en accord avec les visuels. Peut-être d'ailleurs devrais-je dire les ambiances. Si certains niveaux offrent des morceaux dynamiques qu'on attend d'un jeu d'action, d'autres sont accompagnés d'airs beaucoup plus discrets et subtils. Dans tous les cas, les compositions sont très belles et l'instrumentalisation très riche, surtout pour du MIDI. Tout ça est bien sûr à relativiser en fonction de la technologie de l'époque, mais dans l'ensemble, les développeurs montrent une réelle maîtrise technique des capacités sonores de la Super NES, alors même qu'ils découvraient ce nouveau système. L'histoire est la même que dans à peu près tous les épisodes de la série. Dracula s'est réveillé et un chasseur de vampires va devoir le renvoyer 6 pieds sous terre. Voilà.
Les contrôles de Castlevania 4 sont plutôt classiques. B pour sauter, Y pour attaquer et R pour utiliser l'objet équipé. Il y a 5 objets différents. Une dague, quasi inutile, est d'ailleurs parfois placée de manière vicieuse, quitte à vous priver d'un meilleur objet. Les développeurs savaient que c'était votre pire option et l'utilisent carrément comme un malus. La hache, elle, frappe en cloche. Pas mal contre certaines cibles aériennes, ou au contraire situées en contrebas. L'eau bénite est capable de faire de gros dégâts tout en ralentissant l'ennemi, mais elle est très peu pratique. La montre fiche temporairement les ennemis, elle est parfois utile pour un débutant, mais elle est honnêtement bien trop chère à utiliser. Et pour finir, le boomerang qui traverse lentement l'écran dans les deux sens. Clairement la meilleure arme du jeu dans 90% des cas, surtout avec le bonus permettant de lancer 3 fois. Ça rend la plupart des boss totalement ridicules. Ces objets demandent tous une ressource pour être lancés, les cœurs que vous ramasserez tout au long de l'aventure. Oui, on est bien sur la même recette que l'original, mais il y a quand même 2 petites originalités à noter sur ce jeu. D'abord, la possibilité de frapper dans les 8 directions avec le fouet, ce qui relativise d'ailleurs un petit peu l'utilité de la hache. Ensuite, des anneaux auxquels vous pouvez vous accrocher avec votre fouet pour vous balancer. Ça fait un petit peu gadget comme ça, mais en vrai c'est utilisé de manière très convaincante dans pas mal de niveaux. En termes de maniabilité, comme dans les épisodes NES, encore une fois, vous devez faire avec un déplacement très lent. Les sauts sont un peu plus indulgents que par le passé, vu que vous pouvez les réajuster en l'air, mais vous n'avez en revanche pas tant de maîtrise sur leur inertie. L'attaque de base est aussi un poil lente, ce qui va parfois demander un petit peu d'anticipation dans les combats. Bref, c'est un gameplay à l'ancienne, assez déterministe et exigeant, et qui vous fera payer cher vos erreurs. Castlevania 4 a la réputation d'être le moins difficile des épisodes classiques. N'allez pas croire pour autant qu'il est facile, ou même accessible. Ce n'est que comparé aux idées obscures et absurdes du 2, ou aux passages les plus vicelards du 3, que le design du 4ème épisode semble plus raisonnable. J'irais même jusqu'à dire que Castlevania 4 est peut-être un peu plus dur que le tout premier épisode. Vous aurez en tout cas affaire à tous les éléments qui ont fait la réputation de la série. Les sauts au pixel près, les ennemis qui vous poussent dans les trous, ceux qui bondissent à l'écran quand vous êtes en plein saut ou dans des escaliers, les pièges impossibles à anticiper et ceux qui vous tuent en un coup. Bref, on reste sur du Die and Retry. Ou Trial and Error, c'est comme vous voulez. C'est d'autant plus frustrant que les checkpoints sont parfois assez éloignés les uns des autres. Alors n'hésitez pas à utiliser les sauvegardes rapides si ça vous rend le jeu un tant soit peu plus agréable. Castlevania 4 est un jeu qui s'apprend dans l'adversité et dans la mort. Cette philosophie était déjà de moins en moins courante à l'époque, mais rappelons que Castlevania 4 arrive très tôt dans la durée de vie de sa plateforme. On peut donc sûrement attribuer une partie du problème à une certaine inertie culturelle. Mais Castlevania restera sur cette formule jusqu'à la sortie de Symphony of the Night sur PSX. Dans le détail, la première moitié du jeu, qui se déroule aux alentours du château, est plutôt accessible. Le jeu vous fait bien quelques petites blagues déplaisantes, mais ça reste assez gérable. C'est la deuxième moitié, celle qui se passe au sein même du château, qui est plus exigeante et honnêtement moins agréable. Chaque niveau à ce stade contient des sections insupportables, clairement faites pour faire perdre vie après vie au joueur sans lui donner la moindre chance de réagir. Et ça empire à chaque stage jusqu'au dernier qui ne se paye même pas le luxe d'ennemis ou de pièges pour vous éliminer, comptant simplement sur ses escaliers à la physique plus que douteuse. Ce même dernier niveau contient 2 des pires designs de boss que je connaisse. Le premier est Slogra, avec ses mouvements totalement inesquivables et basés sur la chance. Le second est Dracula lui-même, qui en rendant hommage à celui du jeu original est juste paresseux et frustrant. En revanche, et pour faire baisser un petit peu le niveau de sel, ce combat contre la mort est probablement le meilleur de toute la série classique. Il est vraiment difficile, mais il est basé exclusivement sur les compétences du joueur.
Comme quoi, même à l'époque, on savait faire ça. Alors, est-ce que je vous recommande aujourd'hui ce jeu qui m'a tellement marqué quand j'étais enfant? Eh ben ça dépend. Ça dépend de ces quelques questions. Saurez-vous apprendre un jeu par cœur comme dans les années 80? Êtes-vous prêt ou prête à recommencer 10 fois un niveau pour faire l'expérience d'un jeu qui n'a jamais été égalé dans son rendu graphique et sonore? Et parviendrez-vous à apprécier son ambiance unique et ce magnifique hommage au film d'horreur classique malgré les frustrations dues au level design parfois exaspérant? Pour ma part, après des années passées à vénérer ce jeu comme un classique absolu, ce qu'il reste par ailleurs, mes 2 dernières parties ont fini par faire pencher la balance du mauvais côté. Ne nous voilons pas la face, d'énormes progrès ont été faits en termes de gameplay et de level design depuis la sortie de ce jeu. Même les titres se présentant comme très exigeants proposent aujourd'hui une difficulté bien mieux dosée et bien plus juste, reposant réellement sur les compétences du joueur et non sur des pièges impossibles à anticiper. Pour son ambiance, ses visuels et sa BO incomparable, j'adorais Super Castlevania 4. Aujourd'hui, exactement pour les mêmes raisons, je le respecte. Même si ça me fait un peu mal au cœur. Mais si vous souhaitez obtenir le jeu, vous pouvez passer par la Castlevania Anniversary Collection. Elle contient en tout 8 jeux classiques, mais malheureusement pas Rondo of Blood, considéré par beaucoup comme le meilleur. Bon. C'est la version que j'ai utilisée, et je peux vous annoncer que je n'ai jamais souffert de délais significatifs dans les contrôles, ce qui fait plaisir à voir pour ce qui reste de l'émulation payante. En revanche, les modes graphiques sont assez nazes. Le meilleur pour moi est celui que vous observez, qui respecte les proportions de l'époque, mais sans remplir totalement l'écran, ce qui donne cet aspect un peu letterbox à ma vidéo. Sinon, il y a l'option de l'émulation, entre guillemets gratuite, qui est illégale, mais offre potentiellement un meilleur rendu. Il y a même moyen de faire tourner à 60 fps cette section en mode 7, qui normalement met la console totalement à genoux. À vous de voir. Pour ma part, je vais jouer à des jeux moins beaux. Alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.